En visite à Washington, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, annonce que 2 tiers des pays membres de l'Alliance ont atteint leur objectif de défense. Le président russe Vladimir Poutine effectue une visite d'État en Corée du Nord, une première depuis 24 ans. Défense et compétitivité seront les principaux piliers du prochain agenda stratégique de l'Union européenne qui doit fixer le cap pour les institutions. Pas encore d'accord des 27 sur la distribution des postes clés de l'UE, mais Ursula von der Leyen reste favorite pour le top job à la Commission européenne. L'Espagne démantèle une cellule média de l'État islamique. 9 personnes ont été arrêtées. Les serveurs diffusaient des éléments de propagande dans une trentaine de langues. En visite à la Maison-Blanche ce lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que 23 pays membres de l'Alliance Atlantique allaient atteindre le seuil fixé de 2% de leur PIB. C'est 4 fois plus qu'en 2021, alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine depuis 2 ans fait planer la menace d'une extension du conflit en Europe. The United States military presence in Europe remains essential for the security and stability of the European continent. But Europeans are doing far more for their collective security than just a few years ago. They lead combat-ready battle groups in the eastern part of the alliance. They have increased the readiness of their forces. They have strengthened NATO with highly capable Finnish and Swedish militaries joining our alliance. La visite de Jens Stoltenberg prépare le terrain pour un sommet crucial des pays membres de l'OTAN qui se déroulera à Washington du 9 au 11 juillet prochain. C'est une visite particulièrement scrutée. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce mardi en Yakoutie, dans l'extrême est de la Russie, escale essentielle avant de se rendre en Corée du Nord pour la première fois en 24 ans, selon des responsables russes. Une visite qui entend renforcer les liens avec Pyongyang, un soutien désormais incontournable dans la poursuite de l'offensive russe en Ukraine. Selon le dirigeant russe, les 2 pays ont l'intention de coopérer étroitement pour surmonter les sanctions imposées par les États-Unis. Moscou et Pyongyang seraient en conflit direct avec Washington, la Russie à cause de sa guerre en Ukraine et la Corée du Nord à cause de son programme nucléaire. Cette alliance suscite des inquiétudes en Occident, notamment en septembre dernier, lorsque le dictateur nord-coréen s'est rendu en Extrême-Orient russe pour rencontrer Vladimir Poutine et visiter plusieurs sites militaires. Les dirigeants des 27 n'ont pas trouvé un accord pour la nomination des top jobs de l'UE, mais Ursula von der Leyen reste en pole position pour être reconduite à la tête de la Commission. L'accord global devrait être finalisé au prochain sommet des 27 et 28 juin à Bruxelles. Les négociations portent notamment sur la présidence du Conseil. Les conservateurs avancent leur victoire dans les urnes et les sociaux-démocrates poussent pour la candidature du Portugais António Costa. La première ministre estonienne Kaja Kallas est pressentie pour remplacer Josep Borrell au poste de haut représentant pour les affaires étrangères. Kaja Kallas s'est fait connaître pour son soutien sans faille à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. It's just a good conversation. It goes in the right direction, I think, but there is no agreement tonight at this stage. The political parties are playing a role, and this is natural in such a political moment. They made proposals, and we'll have the occasion in the days to come to work further and to prepare the decisions that we need to make. Well, expectations of an early breakthrough last night were deemed far too optimistic, but Ursula von der Leyen is still in pole position to become president of the European Commission for a second time around. However, negotiations will be tough, particularly with her chosen coalition partners, the Greens and the Socialists, who will want guarantees from her that she is committed to the centre holding and not tempted to move to the far right towards groups that have grown in number and in stature. Shona Murray, Euronews, Brussels. L'agenda stratégique européen sera fortement dessiné par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce document, qui doit servir de feuille de route pour la prochaine Commission européenne, est élaboré par les 27 chefs d'État et de gouvernement. L'Union ne compte pas abandonner le pacte vert ni sa transition numérique, mais l'accent devrait être porté sur la sécurité
et l'autonomie stratégique. Now, the green transition, green policies are taking another spin in Europe. They are put at the service of competitiveness on the one hand and security on the other, which makes sense because over the last 5 years we have done a lot of legislation with the European Green Deal and now we need to turn into implementation. Une Europe plus forte, plus prospère et plus compétitive devraient être les moteurs de cet agenda stratégique. Cette ambition devrait se matérialiser par un renforcement des capacités industrielles, qu'elles soient civiles ou militaires. Il s'agira aussi pour les 27 de réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis. There is another element which is very important here, which is of course the US election. And what happens if Trump is back at the White House and what happens to Europe in terms of its own defense capabilities in case of a, let's say, withdrawal or less support by the United States, also in the context of NATO. Les 27 vont donc afficher leur ambition, mais il faudra trouver les moyens de financer ces objectifs. First of all, we need to use the European budget in a better way. So there is the whole discussion about how is the new EU budget going to look like, how are we going to spend this money, and what is going to be the size of it. The second is the European Investment Bank, which will certainly play a greater role in the coming years when it comes to all these elements. And finally, new debt. Is there the possibility to create a new facility after the end of Next Generation EU in 2026? L'agenda devrait aussi inclure un chapitre sur une Europe libre et démocratique afin de renforcer l'état de droit. L'adoption de ce document sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen prévu à la fin du mois à Bruxelles. En Espagne, la Guardia Civile a démantelé une importante cellule média de l'État islamique. Les serveurs du centre étaient utilisés pour diffuser des éléments de propagande favorables à l'État islamique à destination de radios, d'agences de presse et de médias sociaux disséminés à travers le monde. Le centre envoyait par ailleurs des messages dans une trentaine de langues pour inciter à commettre des attentats. La police a interpellé 9 personnes. 2 suspects ont été placés en garde à vue. Les interpellations se sont déroulées à Gérone, en Catalogne, à Cadix et Almeria, en Andalousie, ainsi qu'à Tenerife, dans les Canaries. Europol et le FBI américain ont participé à la mise en place de l'opération de la police espagnole. Des dizaines de milliers d'Israéliens dans les rues de Jérusalem pour exiger du Premier ministre la tenue d'élections anticipées. La manifestation de lundi s'est tenue à proximité de la résidence de Benjamin Netanyahou et du bâtiment de la Knesset. Les manifestants protestent contre la gestion de la guerre contre le Hamas et exigent la libération des dizaines d'otages encore prisonniers dans l'enclave palestinienne. Depuis le début de la guerre, une centaine d'otages a été libérée. Le 7 octobre dernier, en marge des massacres, les terroristes du Hamas ont kidnappé 251 personnes. Selon Tsahal, 116 otages sont toujours à Gaza, parmi eux, 41 seraient morts. La manifestation anti-Netanyahou intervient quelques jours après les démissions du cabinet de guerre des dirigeants centristes Benny Gantz et Gadi Eisenkot. Un cabinet de sécurité composé de 9 membres est désormais chargé de conduire la guerre contre le Hamas. Sur le terrain, Tsahal a annoncé une pause quotidienne des combats dans le sud de l'enclave palestinienne de 8h à 19h sur un espace allant du point de passage de Kerem Shalom jusqu'à l'hôpital européen de Rafah. En Allemagne, une alliance d'organisations de la société civile demande l'interdiction de l'AfD. Ce parti d'extrême droite reprend la terminologie des nazis, a déclaré lundi l'historien allemand Jens Christian Wagner lors d'une conférence de presse appelant à le bannir de la vie politique allemande. Dass die Nazis überhaupt an die Macht kommen konnten, das hatten sie dem Umstand zu verdanken, dass die Weimarer Republik es ihnen gestattet hat, die Demokratie zu missbrauchen, die Demokratie nach ihren eigenen Regeln zur Strecke zu bringen. Und deshalb muss die zweite Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus lauten, dass man verfassungsfeindlichen Parteien die Möglichkeit nehmen muss, die Mittel der Demokratie zu nutzen, um sie abzuschaffen.
Cette campagne vise à obtenir le soutien de la majorité des membres du Parlement dans les semaines à venir. Pour cela, des manifestations contre l'AfD sont prévues, notamment lors de la conférence nationale du parti à Essen à la fin du mois de juin. Cet hélicoptère qui survole la capitale française fait partie du dispositif inédit mis en place par l'armée de l'air pour sécuriser les Jeux Olympiques. Le ciel parisien sera particulièrement protégé le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture. Ce sera des hélicoptères d'alerte au sol, en vol, en fonction des points forts, des moments décidés par notre donneur d'ordre, pour assurer la protection de l'espace aérien. Chaque jour, plus de 12 000 avions transitent dans l'espace aérien parisien. Mais pendant les JO, plusieurs zones seront temporairement interdites aux aéronefs, autour notamment de Paris. C'est le cas des dispositifs particuliers de sûreté aérienne, pour lesquels donc, les hélicoptères Fenech participent justement à ce dispositif qui est forcément renforcé pour la période des Jeux Olympiques. Pendant la durée de la compétition, certaines parties de Paris ne seront accessibles qu'avec un QR code, une disposition censée renforcer la sécurité. À gauche sur l'écran, Anouk Aimée lors du Festival de Cannes en 2019, l'une de ses dernières apparitions publiques. L'actrice française est décédée ce mardi 18 juin à l'âge de 92 ans. Née Françoise Dreyfus, cette fille de comédien joue au cinéma pour la première fois à l'âge de 13 ans. Au cours de sa longue carrière, elle a tourné dans plus de 70 films et séries qui lui ont valu de nombreuses récompenses. Son rôle dans le célèbre long métrage Un homme et une femme de Claude Lelouch lui permet de connaître un succès international et de remporter la Palme d'Or à Cannes, le Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination aux Oscars.